Michel Prada, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir une nouvelle fois. De la même manière qu'il y a l'ANC qui supervise, qui s'occupe, qui est l'autorité qui s'occupe des comptes de la comptabilité privée, les comptes de la comptabilité publique ont un normalisateur qui est le CNCP que vous présidez depuis maintenant un certain nombre d'années. Depuis 2009. Depuis 2009. Justement, depuis 2009, mais enfin, je ne vais pas retracer votre carrière qui est riche, longue et prestigieuse. Et vous avez été, depuis des décennies, au centre des réflexions dans le cadre de vos fonctions, qui étaient bien autres que de comptabilité, mais cette carrière que vous avez eue dans les administrations, dans le secteur bancaire, pour une banque qui représentait l'État, la CEPME. CEPME, devenue aujourd'hui la Banque publique d'investissement. Les experts comptables sont moins accoutumés à la comptabilité publique que privée, mais certains s'y intéressent beaucoup. Depuis ces 15-20 dernières années, est-ce que vous pourriez retracer les grandes évolutions, les points majeurs de cette comptabilité publique? Oui, alors c'est une très longue histoire et donc on ne va pas la résumer depuis son origine parce qu'il y a eu des progrès constants du système depuis des décennies. Mais je fais remonter au milieu des années 90 le point de départ d'une rénovation assez profonde qui a été initiée par Jean Arthuis, qui était d'ailleurs lui-même un professionnel et qui portait beaucoup d'attention à ces sujets-là. Et c'est dans la foulée des réflexions que Jean Arthuis nous a demandé de conduire que se sont produits toute une série d'aggiornamento dont le point le plus fort a été l'adoption de la loi organique de 2001 qui a profondément réformé le dispositif budgétaire et comptable pour l'État et qui a prévu des développements dans le secteur public au sens large. Et dans la foulée de ce moment assez fort où il y a eu une sorte de conjonction des vues de l'administration, de l'exécutif, du gouvernement et du Parlement, quelque chose de relativement rare dans cette histoire un peu austère de la comptabilité publique, il y a eu ensuite toute une série de développements qui se sont traduits par le lancement d'un premier recueil de normes pour la comptabilité de l'État, une commission que je présidais d'ailleurs à l'époque, et puis la réforme du Conseil national de la comptabilité avec la création du CNOCP, dont vous avez rappelé l'existence et que je préside. Et à partir de là, un travail de normalisation assez systématique qui s'est adressé à l'État, aux collectivités locales, à la sécurité sociale et à ce qu'on appelle leurs opérateurs, les établissements publics divers et variés qui travaillent par délégation en quelque sorte de ces grandes entités. Alors, un travail assez considérable a été accompli au plan normatif. Je dois dire, sans m'étendre là-dessus, parce que ce n'est pas ma responsabilité aujourd'hui, qu'un travail également très considérable a été réalisé par le ministère des Finances et la Direction générale des finances publiques pour accompagner l'évolution normative par une modernisation assez profonde des systèmes d'information eux-mêmes, des dispositifs par lesquels on tient les comptes, on gère les informations. Certains connaissent le système Chorus qui s'applique à l'État et qui est une réforme très, très remarquable et très gigantesque de la manière de tenir et de rendre les comptes de l'État. Alors, en ce qui concerne la normalisation, moi je considère qu'on a fait énormément de choses et je vais l'évoquer en faisant allusion aux différents grands chapitres institutionnels. Pour l'État, nous avons aujourd'hui un recueil de normes complet qui traite l'ensemble des transactions, les actifs, les passifs et les états financiers. Il y aura bien entendu toujours des ajustements, des innovations, il faudra faire des mises à jour, mais le gros du travail est aujourd'hui réalisé avec des concepts clairs, partagés par tous et mis en œuvre dans le système d'information. Pour les établissements publics de l'État, c'est à peu près la même chose. Je veux dire, les universités, les grands établissements de recherche scientifique, etc. On a un recueil également complet qui forme un ensemble homogène
et qui nécessitera des ajustements à la marge, mais plus de véritable révolution. Pour les collectivités locales, on a une situation un peu paradoxale qui tient au fait que depuis très très longtemps, les collectivités locales avaient adopté un système comptable assez moderne qui s'efforçait d'intégrer des éléments de comptabilité d'exercice dont les principes généraux étaient assez comparables à ceux du plan comptable général, mais qui étaient combinés avec un dispositif très particulier, très spécifique à la puissance publique, qui est une relation que je qualifie de biunivoque entre le budget et la comptabilité. Le tout assorti d'une règle qui s'impose par la loi, qui est que les collectivités locales doivent voter leur budget en équilibre. Et d'une autre règle, qui est qu'elles n'ont pas le droit de financer des dépenses courantes par recours à l'emprunt. Alors, il résulte de l'articulation entre le budget et la comptabilité et de la mise en œuvre de ces règles des problèmes très compliqués qui font que, pour prendre un exemple, quand vous passez un amortissement, qui est en réalité une écriture d'ordre en fait, dans la logique de la comptabilité des collectivités locales, vous devez prévoir le financement de cet amortissement. Donc prévoir la dépense future. Vous devez prévoir le financement de la dépense dans l'année, de même que pour des provisions. Et donc le lien très fort qui existe entre les deux a créé un certain nombre de blocages, a provoqué un certain nombre de fuites, et le tout sur le fond d'une conséquence organisationnelle propre au secteur des collectivités locales, dans lequel il n'y a en réalité pas une comptabilité de la commune ou du département ou de la région, mais en réalité deux comptabilités. La comptabilité de l'ordonnateur, le maire ou le président de la région, et la comptabilité du comptable, le compte financier du comptable. Et donc nous sommes confrontés à un problème institutionnel compliqué que nous avons essayé de traiter d'abord de manière doctrinale. C'est le débat très ancien entre ce qu'on appelle le monisme et le dualisme. Monisme étant ce système dans lequel tout est intégré de manière biunivoque, et le dualisme étant un système qui est celui des entreprises, d'ailleurs celui de l'État également, dans lequel le budget est un exercice, mais la comptabilité générale en est un autre. Et nous n'avons pas réussi à résoudre ce problème philosophique très compliqué, donc nous sommes dans un processus d'adaptation, de modernisation, d'évolution pour les collectivités locales, pour lesquelles un certain nombre de choses ont été faites néanmoins. Pour vous donner un exemple, dans la foulée de la crise financière, on a complètement changé les conditions dans lesquelles les collectivités locales comptabilisaient leurs instruments financiers. Il y avait des dispositifs qui étaient assez anciens et qui ont fait qu'en réalité, les collectivités locales ont pris des risques dans la gestion de leurs instruments financiers, avec des emprunts structurés dont l'opinion publique a été informée par la presse, parce qu'ici ou là, il y a eu quelques scandales assez regrettables, et puis un problème macroéconomique assez sérieux. Donc pour les collectivités locales, on a fait des choses, mais on est confronté à un vrai problème technico-conceptuel et administratif qu'il faut traiter, qui est difficile à traiter. La sécurité sociale, elle avait déjà un plan comptable, dit plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, qui était très proche du plan comptable général. Et donc notre travail avec la sécurité sociale, c'est aujourd'hui de regarder dans son dispositif quels sont les principes qui nous paraissent devoir être étendus ou adaptés à la nature très particulière de ce système français de répartition, dans lequel il y a à la fois une intervention du souverain ou de l'État à travers une loi de financement de la sécurité sociale qui est en cours de discussion aujourd'hui au Parlement, et puis de l'autre part des caisses qui sont des organismes de collecte de cotisations et de distribution de prestations, qui sont des établissements publics. Et dans cette affaire, la question est assez compliquée de savoir qui tient les comptes de l'ensemble, qui est responsable de tout cela. Et ce sont les sujets sur lesquels nous nous penchons actuellement. Et c'est une transition pour dire qu'à travers cette problématique de la sécurité sociale et d'autres sujets pour l'État, nous nous sommes dit qu'il faut que nous ayons quelques principes fondamentaux
qui vont au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit vous devez tenir vos comptes comme les entreprises, sauf spécificité de la puissance publique. Qu'est-ce que c'est que la spécificité de la puissance publique? D'où le 4e chapitre de ce que nous avons fait aujourd'hui, achevé dans cette partie-là, avoir un cadre conceptuel. Et nous avons travaillé plusieurs années à la définition d'un cadre conceptuel qui, pour partie, s'inspire des concepts généralement admis dans le secteur privé, mais pour partie apporte une réponse qui est la nôtre dans le cadre français, dans le cadre de la Constitution de la France et de son droit public et de ses équilibres politiques, à la question de savoir qu'est-ce que c'est que la spécificité. La reconnaissance des produits au hasard. Ça a été un sujet très, très difficile parce que, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la nation? Qu'est-ce que c'est que le peuple français? Le souverain. Voilà, le concept du souverain que nous avons utilisé comme élément d'explication en disant, voilà, il y a un souverain qui fait faire un certain nombre de choses pour le bénéfice de la collectivité par des entités auxquelles il donne mission de faire ces choses, et la comptabilité se tient au niveau de ces entités-là. Et si on veut avoir une idée de la position du souverain, c'est plutôt de la comptabilité économique nationale, parce qu'à ce moment-là, il faut agréger ce qui relève du secteur public, ce qui relève des entreprises, ce qui relève des ménages, etc., ce qui est traité par la comptabilité économique nationale. Donc voilà ce qui a été fait. Alors, nous n'avons pas terminé notre travail, et actuellement, nous avons plusieurs chantiers. J'aurais dû dire, mais comme c'est en continu, ça fait aussi partie du futur, qu'en accompagnement de nos travaux purement franco-français, nous avons résolu d'être très présents et de nous engager au plan international, en essayant d'accompagner les réflexions internationales de l'Ipsas Board, en participant au passage à une meilleure légitimité institutionnelle de cet organisme, et puis en essayant de lancer au niveau européen une réflexion sur la manière dont les États de l'Union eux-mêmes tiennent leur comptabilité. Aujourd'hui, on est dans une situation assez paradoxale où vous avez des pays très considérables qui tiennent une comptabilité de caisse, l'Allemagne par exemple, ou la Hollande, alors que la France, et encore aujourd'hui le Royaume-Uni tant qu'il n'est pas sorti, ont des comptabilités dites de droit constaté, tout à fait comparables à celles des entreprises. Donc on a engagé cette réflexion internationale à la fois au niveau global et au niveau européen. Donc pour en revenir à ce que nous voulons faire maintenant, nous avons plusieurs chantiers. Continuer le travail sécurité sociale, je n'ai pas de questions majeures à souligner. C'est plus aujourd'hui regarder comment ça se passe et vérifier si, je ne sais pas, si les rentes viagères sont bien provisionnées, ce genre de questions. Résoudre le problème des collectivités locales. Et ça, c'est un problème très difficile et que nous avons essayé d'aborder sans résoudre les problèmes philosophiques majeurs en nous bloquant sur des désaccords de doctrine, sur des questions philosophiques ou sur des questions institutionnelles qui ne pourraient pas être surpassées par le seul Conseil de normalisation des comptes publics. Donc nous essayons de naviguer dans l'environnement institutionnel. Nous essayons à cette occasion-là de voir si on peut suggérer des évolutions de l'environnement institutionnel, mais nous essayons aussi de nous en accommoder. Et pour nous en accommoder, nous prenons un parti assez simple qui consiste à dire nous voudrions que les collectivités locales aient une comptabilité générale normale. Si, pour des raisons budgétaires, institutionnelles, il n'est pas possible de mettre dans la comptabilité générale des données qui viennent de la comptabilité budgétaire, mais que l'on connaît, nous pensons qu'il faut les mettre dans la comptabilité générale, par une sorte d'autonomie de la comptabilité générale, quitte, pour résoudre le problème de l'identité budget-comptabilité, à trouver des processus de neutralisation qui permettent effectivement de passer les amortissements ou les provisions,
mais pas nécessairement de lever les impôts pour régler le problème dans le cadre de l'année. Et du coup, alors, nous abordons ce sujet point par point, et nous voyons bien que nous avons des problèmes assez sérieux. Ce matin même, nous avions une discussion sur une série de sujets de cette nature. Et moi, je ne désespère pas que dans les, disons, les 2 ou 3 années qui viennent, sujet par sujet, nous arrivions à régler l'essentiel des problèmes et à avoir un dispositif de comptabilité générale parfait pour les collectivités locales. Alors, pour l'État, je l'ai dit, il n'y a pas de véritable sujet fondamental devant nous, mais il y a un sujet global assez fort, assez profond, qui d'une certaine manière d'ailleurs peut intéresser les autres composantes du secteur public, et qui est de se dire, mais au fond, on a fait cette comptabilité générale, qui s'en sert? Et est-ce qu'on peut améliorer l'utilisation de la comptabilité générale dans un secteur public dont la culture est d'abord budgétaire? Oui. Dans quelle mesure peut-on faire en sorte que les gestionnaires tirent de la comptabilité générale plus d'informations qu'ils n'en tirent aujourd'hui et enrichissent leur gestion, leur compréhension des phénomènes de gestion publique à partir des données de la comptabilité générale? Alors, ça nous pose en gros 2 types de questions. Il y a une première question qui est comment peut-on extraire pour les gestionnaires des éléments de comptabilité générale qui vont leur servir? Ça nous amène sur des sujets du type peut-on sectoriser la comptabilité générale? Puisque en France, nous avons un système très intégré dans lequel les ministères ne sont pas, comme dans certains pays, des agences indépendantes avec leur comptabilité générale, leur trésorerie, etc. Mais ce sont des départements d'un grand tout qui est l'État. Donc comment faire en sorte de sortir de la comptabilité générale de l'État qui intéresse le Parlement, qui intéresse le ministre des Finances, la Cour des comptes, tous ceux qui ont une vision économique et financière globale de l'État? Comment est-ce qu'on peut tirer de ces informations, de cette comptabilité générale, des informations qui vont intéresser le directeur des musées ou le directeur des routes? Bon. C'est une première réflexion. Et quand on se pose cette question, on s'en pose tout de suite une seconde, qui est que une des caractéristiques de l'État, comme je l'ai dit tout à fait au début, c'est qu'il a des opérateurs. Et que ces opérateurs, eux, sont des agences. Donc, chacune de ces agences, le CNRS, tel ou tel établissement public culturel, un musée, etc., ont leur comptabilité. Ouais. Mais la tutelle qui a délégué à ces agences la mission opérationnelle dont elle a la charge, ne sait pas aujourd'hui intégrer... Ne consolide pas, en quelque sorte. Voilà. Et donc, j'hésite à utiliser le mot consolidation. Je le retire. Parce qu'on voit bien, pour un comptable, ce que signifie la consolidation. Or là, on peut peut-être imaginer une consolidation globale des comptes de l'État et de l'ensemble de ses opérateurs. Mais si je suis directeur des musées, ce qui pourrait m'intéresser, c'est de pouvoir agréger les éléments de la comptabilité générale de mon budget d'administration de l'État avec les éléments de comptabilité générale de tous les musées d'État dont j'ai la tutelle. Et ça n'est pas de la consolidation au trente propre, c'est une forme d'agrégation à gérer. Et alors, pour traiter ce sujet, et j'en termine sur cette partie nationale, entre guillemets, pour traiter ce sujet, nous avons engagé une deuxième phase du cadre conceptuel. Nous avons un cadre conceptuel clair sur la comptabilité des organismes, j'allais dire les comptes sociaux des différentes entités publiques. La question se pose maintenant de savoir si on va au-delà et si on fait des comptes agrégés, des comptes combinés, des comptes consolidés, des comptes etc. partiels, des comptes sectoriels, etc. Et ça va être l'objet de ce deuxième chapitre du cadre conceptuel. Et j'en termine en disant,
Nous avons également un chantier alors, à continuer à travailler, à labourer, qui est celui de l'international, parce qu'on voit bien aujourd'hui que, avec les phénomènes de dette publique, avec l'euro, avec la problématique des politiques budgétaires au niveau européen, on ne peut plus rester dans un système dans lequel chacun garde son propre dispositif et sort des éléments d'information qui ne sont pas comparables entre eux, qui ne sont pas certifiés. Il y a eu quelques accidents graves au moment de la crise financière avec des États dont on s'est aperçu que la réalité ne correspondait pas exactement à ce que nous croyions. Donc moi, je crois beaucoup à la nécessité pour nous d'être proactifs dans cette modernisation de la comptabilité publique au niveau international et peut-être d'abord au niveau européen. Est-ce qu'il y a encore un mot à dire sur les chantiers à venir? Dont je me rends compte en réalité, c'est qu'il y a deux questions qui ne sont par nature pas dans notre mission. La première, c'est que ce n'est pas parce que vous avez de bonnes normes que vous avez réglé le problème de la gestion des finances publiques. Évidemment. Et donc nous savons que notre pays est confronté aujourd'hui à des problèmes de déficit budgétaire, de dette, etc. Donc la comptabilité modernisée fournit la base à une meilleure compréhension des phénomènes et à une meilleure gestion des finances publiques. Elle n'apporte pas la solution aux problèmes politiques que soulève l'endettement, les transferts intergénérationnels, etc., etc. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que je suis très conscient que les challenges, comme disent les Britanniques, qu'à travers la normalisation, nous posons à l'administration française, sont évidemment beaucoup plus lourds et beaucoup plus complexes que ceux qui se posent pour une entreprise, même pour une grande entreprise. Ouais. Si vous voulez faire bouger le secteur public, c'est derrière des logiciels, de l'information, des moyens, des systèmes en relation avec la politique, au sens noble du terme, qui font qu'il ne suffit pas de dire qu'on va comptabiliser telle transaction ou qu'on va évaluer de telle manière tel actif ou tel passif pour que ça soit résolu, parce qu'il faut changer les logiciels applicables aux collectivités locales. Nous sommes conscients de cette limite, mais néanmoins, nous pensons utile de faire progresser l'affaire. De faire avancer. Merci beaucoup, Michel.